la deuxième conférencière de la session et la deuxième personne, conférencière du matin. Isabelle Dagneau est doublement docteur en médecine. Elle est généraliste et, soit dit en passant, je trouve toujours très rassurant d'avoir un docteur dans la salle. C'est pas vous, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que tu peux te servir d'un défibrillateur? J'arrive même pas à dire le mot, mais il y en a un là. Oui, bon, ok. Bon, tout va bien. Et elle est aussi docteur en philosophie. Alors ça, c'est très prestigieux aussi, mais moi qui ne suis que docteur en philosophie, si quelqu'un se trouve mal, je le suis moi aussi, mais cette sympathie n'aide pas tellement la personne. Elle a passé sa thèse de philosophie, pas de médecine, avec Michel Dupuy, que nous avons eu la joie d'entendre l'an passé, et qui nous a chaudement recommandé le docteur Dagneau. Plus exactement, quand je crois ne pas trahir de secret, donc j'ai demandé à Michel Dupuy, qui est un spécialiste d'anthropologie, je lui ai demandé, Michel, est-ce que tu accepterais de réintervenir? Il me dit, bon, tu sais, je suis déjà venu en 2022, oui, ça c'est pas grave, mais surtout la meilleure personne, m'a-t-il dit, c'est pas moi, c'est, parce que moi, tout le monde m'a déjà entendu, voilà, c'est Isabelle Dagneau. Alors, je dis, bonne idée. Bon, et il n'a pas pris ombrage du fait que je dise bonne idée, parce que parfois il y a des gens qui vous disent, il vaut mieux faire appel à un autre en espérant que vous insistiez. Non, pas du tout. Lui était très content que tu sois là, et nous aussi. La thèse d'Isabelle Dagneau portait sur les sourds signants et leur affirmation d'une minorité culturelle et linguistique. Isabelle Dagneau y questionnait les notions de handicap, de culture, de normes. Le docteur Dagneau intervient régulièrement dans des formations d'éthique et de philosophie du soin. Elle a accepté de nous entretenir du dialogue interculturel, un défi éthique. Merci. Merci Stanislas et merci pour votre accueil aujourd'hui. En bonne philosophe, je vais commencer par vous renvoyer une question, parce qu'il n'y a pas que moi qui vais travailler là ce matin, je vais vous mettre un petit peu au travail aussi. Et en fait, le travail m'a été facilité puisque la question que je comptais vous poser ce matin rebondit très bien sur la dernière question de votre carrefour d'hier après-midi, où il vous était suggéré comme question, qu'est-ce qui pose aux questions aujourd'hui qu'est-ce qui vous pose question aujourd'hui au niveau de l'interculturalité? Je comptais moi effectivement vous demander, ce sera juste pour vous, on ne va pas en remonter ce matin, mais vous aurez visiblement l'occasion d'en reparler cet après-midi. Si je vous dis interculturalité ou dialogue interculturel, quel défi voyez-vous aujourd'hui à partir de votre expérience pastorale, de votre insertion, de votre travail, de votre réalité de vie au quotidien? Quels problèmes rencontrez-vous dans votre quotidien, dans les relations, etc. Et plutôt des petites choses que des montagnes. Alors il peut y avoir des montagnes, et non pas que je pourrais croire qu'on prend les taupinières pour des montagnes, mais parce que ce qui est de l'ordre de la rencontre, et entre autres de la rencontre interculturelle, se joue parfois dans des petites choses qui coincent, qui ne se passent pas tout à fait comme on avait prévu, qui dérapent un peu et puis qui nous laissent un petit peu chiffonnés, pas beaucoup plus que ça, pas spécialement fâchés ou en incapacité d'agir, mais des choses qui... Voilà, où ça glisse un peu, comme c'était le cas pour moi sur les routes ce matin. Voilà, je vous invite à prendre ça, à vous rappeler de la question d'hier, de ce que vous avez éventuellement écrit ou échangé à ce sujet-là hier après-midi, et de prendre ça un peu comme point de départ de votre attention, de votre écoute par rapport à ce que je vais vous dire, en espérant que ça puisse faire des résonances et vous aider à avancer. Comme j'interviens après déjà des exposés très intéressants d'hier, et je remercie Stanislas pour le résumé de ce matin, il y a des choses qui vont se croiser, peut-être se répéter. Désolé si la répétition est trop lourde, mais enfin en général la répétition est mère de la science et même intéressante dans la prière. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là.
Mon intérêt pour l'interculturalité, Stanislas l'a dit, il s'est enraciné dans le travail que j'ai fait à partir de la culture sourde. Je suis moi-même malentendante, donc j'aurais peut-être besoin d'aide un peu dans les questions-réponses après. Ne vous inquiétez pas, on a prévu ça avec Stanislas. Mais effectivement, déjà comme médecin généraliste, j'ai réalisé mes premiers stages à Molenbeek, à Anderlecht. J'ai travaillé dans le quartier nord de Bruxelles avant d'arriver pour travailler quelques années à Carnion. Donc voilà, c'est une réalité qui m'interpelle depuis très longtemps. Alors, le titre qui m'avait été proposé au départ était le dialogue interculturel, une exigence éthique. La structure de mon exposé ne sera pas très compliquée. Je vais reprendre les mots du titre et les creuser l'un à l'autre. Je copie juste un peu Simon. Et puis, voilà, ça va être une structure relativement simple. Le titre proposé avait été une exigence éthique. Je l'ai transformé en défi éthique. Pour moi, le défi est d'abord une façon positive de parler des problèmes. Je vous disais, quel problème est-ce que vous rencontrez dans votre situation pastorale, dans les relations voilà. Le défi, je pense que c'est pouvoir transformer une difficulté en un projet. Se projeter, avancer pour faire un pas en avant, peut-être 2 ou 3, en tout cas au moins un. Regarder vers la suite. Ou éventuellement un pas de côté pour mieux repartir, mais peut-être voilà, pouvoir décaler les choses. Voilà, j'espère que ce n'est pas juste parce que je suis d'une génération qui a un peu du mal avec l'autorité et les exigences normatives que j'ai transformé l'exigence éthique en un défi éthique. Mais voilà, c'est vraiment cette idée, une exigence qui viendrait peut-être plus du dehors et le défi qui est peut-être un mouvement qui part plus du dedans, d'un désir. Et ça, je pense que ce désir-là, c'est un vrai moteur de changement et de rencontre en profondeur. Et ce sont différentes dimensions de ce défi que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Ce sont certaines dimensions du défi, vous en aurez sans doute d'autres. Voilà, celles-ci sont l'occasion d'avoir l'occasion de discuter. Voilà, évidemment, en parlant, j'oublie de tourner mes dias. Votre ancrage dans votre carrefour hier, qu'est-ce qui vous pose question aujourd'hui au niveau de l'interculturalité? Et puis, pour ce qui est de ma position, on l'a dit. Les défis, vraiment le voir comme un objectif à partir d'une réalité. C'est pour ça que je tenais à réancrer ce que je dis ce matin à partir de votre réalité. Et alors, si on colle le mot éthique au mot défi, j'ai besoin de préciser un peu ce que j'entends par éthique aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte à nous aujourd'hui, dans la façon dont je vous parle. Faire la différence entre éthique et morale. Ce sont deux termes qui peuvent être relativement proches. Je voudrais vraiment aborder la question, aborder les choses de façon éthique, loin d'une notion de la morale. La morale, étymologiquement, se rapporte à mos, mores, en latin, les mœurs, les coutumes, et ethos, en grec, le comportement, la coutume. C'est assez proche. Ça peut être deux disciplines qui se vivent de façon assez proche. On peut trouver une signification plus ancienne sur le terme ethos, qui est le séjour, la demeure. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais l'entendre, à la fois comme le comportement, la façon de se comporter dans une visée qui est une visée du bien. Si on se rapporte à Paul Ricoeur, l'éthique, c'est quand même la visée du bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire dans nos comportements? Et s'il est question de séjour ou de demeure, moi j'ai envie de reformuler la question qui nous occupe ce matin, du dialogue interculturel, de dire mais comment allons-nous habiter éthiquement, comment allons-nous habiter cette réalité de l'interculturalité qui s'impose à nous? On l'avait assez vu hier, nous n'avons pas choisi cette réalité, elle fait partie du réel, elle s'impose à nous, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette réalité? Quel comportement allons-nous adopter? Comment allons-nous habiter cette réalité? Comment allons-nous en faire un séjour où nous visons la paix, la communion? Voilà, je voudrais faire à ce qui vient d'être dit ce matin.
en faire moins un problème, en tout cas pour ce qui est des soins de santé. Quand on parle de l'interculturalité, en général, c'est parce que c'est problématique. Problématique de comprendre, d'abord de franchir l'obstacle de la langue et de comprendre d'autres conceptions du corps ou de la santé dans d'autres cultures. Donc moi, dans le milieu des soins de santé, quand on parle d'interculturalité, en général, c'est pour souligner les problèmes, les obstacles. Voilà. Comment, pour nous, aujourd'hui, en faire, peut-être au-delà du problème, un défi, une opportunité pour aller vers quelque chose d'autre. Alors pour habiter cette réalité et viser quelque chose de bon, le dialogue apparaît comme une nécessité, donc quand même comme une exigence, hein, on ne va pas y échapper tout à fait. Voilà, même si nous pouvons le vivre vraiment comme un défi, un projet, une projection, une visée. Alors je pense que vous avez beaucoup entendu parler d'interculturalité hier, donc moi je vais pas revenir sur la réalité des migrations, des nationalités en présence, des origines, mais je voudrais quand même vous partager quelque chose autour de ce qu'est une culture, ce que sont les cultures. Parce que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de travailler et qui m'a ouvert, en particulier de travailler à partir de la culture sourde, ce qui peut être quelque chose d'un peu étonnant, on parlera à la pause si vous voulez, mais de creuser ce qu'il y a dans la question de la culture. La culture, c'est une réalité dans laquelle nous baignons sans toujours bien nous en rendre compte. Je pense que vous l'avez évoqué hier aussi. Vous avez reçu dans votre farde une feuille avec les citations que j'utilise et avec les schémas. Comme ça, vous ne devez pas vous précipiter pour noter les citations et vous pouvez annoter les schémas. Donc et je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que pour caser les schémas, il fallait que je case les citations autrement. Donc sinon, ça vous faisait 3 pages, franchement. Voilà. Donc, j'aime bien cette métaphore. Le poisson ne sait pas que l'eau existe. Je ne sais pas à qui je dois cette citation ou cette conception des choses. Elle m'est arrivée en tout cas par mon prof de religion, comme quoi, clin d'œil pour ceux qui donnent des cours de religion, ça sert à quelque chose, ça reste, il y a des choses qui restent. La culture, c'est vraiment une réalité dans laquelle nous baignons sans toujours nous en rendre compte. Mais c'est une façon de voir le monde, de faire des choses qui sont propres à un groupe de personnes. Un groupe assez large en général, au niveau d'une nation ou d'un peuple. Par exemple, on parle de la culture française. Mais il y a aussi des cultures liées à des groupes plus petits, voire très petits. On parle parfois de sous-cultures. Par exemple, la culture pop, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de musique. Vous comprenez d'emblée, rien qu'avec mes 2 exemples, et ça a été travaillé hier, et Stanislas m'a un peu expliqué la métaphore de l'oignon, on appartient forcément à différentes cultures ou sous-cultures, hein, selon l'endroit où on est né, les parents qu'on a eus, l'éducation qu'on a reçue, les gens qu'on a rencontrés. Alors il y a quand même un grand fondement dans la culture, dans son sens de groupe très large, c'est que la culture est particulièrement liée à la langue. Et c'est bien pour ça que j'ai évité l'écueil d'un exemple comme la culture belge, même si je suis pleinement convaincu qu'il y a plein de réalités partagées entre les Flamands et les Wallons, mais cette question de la langue dans l'influence de la culture sur la constitution de la culture est vraiment importante. Je vais revenir sur ce lien entre langue et culture. D'abord, vous dire que des définitions de la culture, il y en a beaucoup. En anthropologie, il y a des gens qui ont relevé, qui sont amusés à relever les définitions de la culture, on en a plus d'une centaine, mais qui les ont quand même classifiées entre 2 types de définitions. La culture qui est liée à la civilisation, la culture comme quelque chose de propre à l'humain par rapport à l'animal. C'est une façon de comprendre la culture qu'on trouve très fort au XIXe siècle, vraiment l'opposition nature-culture et cette influence sur voilà, l'être humain comme être de culture. Et puis au XXe siècle, une fois qu'on a eu établi ça, qu'on a dit ok, on doit plus se battre là-dessus, beaucoup plus centré dans la description des cultures, avec en particulier l'anthropologie et l'ethnologie. Et c'est vraiment
les caractéristiques propres de chaque culture, comment elles peuvent entrer en relation, mais comment elles se situent. Un travail de longue haleine très descriptif. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est que la culture, c'est vraiment voilà, une façon d'être au monde. Et une façon d'être au monde, je voudrais m'arrêter un peu sur un schéma, c'est une façon d'être au monde qui marque non pas seulement un individu, mais une collectivité. Il y a une influence importante du collectif à partir de la perception que l'on a du monde qui nous entoure. La perception du monde, c'est tout en haut, à gauche sur mon schéma, ce que j'ai appelé la configuration perceptive, parce qu'effectivement, quand on travaille avec la question des sourds, j'écris 5 sens ou plus ou moins, je n'avais pas tout à fait envie de l'enlever de mon schéma, parce que, effectivement, quand on est aveugle ou sourd, ou il faudrait peut-être se poser la question avec les anosmiques après la pandémie de Covid, on perçoit le monde de façon différente. Selon les sens que l'on possède, en tout cas a priori pour la majorité d'entre nous, 5 sens, plus ou moins, qui influencent notre façon de percevoir, notre perception du monde, notre perception de nous-mêmes, le soi, et la perception des autres. Cette perception que nous avons du monde, du soi, des autres, conjuguée avec une langue que nous recevons d'une collectivité, en haut à droite, la langue, nous ne la donnons pas à nous-mêmes, nous tombons dans un bain linguistique dès notre naissance et avant. C'est quelque chose qui nous est donné, tout comme notre configuration perceptive, la façon dont nous percevons avec nos 5 sens. Cette conjonction de la perception et de la langue amène à une construction du réel, qui est à la fois subjective, propre à chaque individu, à chaque sujet, mais qui est aussi collective, qui est propre à un groupe. Une construction du monde, et c'est pas seulement dans l'abstraction. Tiens, quand je vois du vert là-bas dans le fond, je sais que c'est pas un étang, mais c'est une étendue d'herbe. Mais c'est aussi la façon dont on va agir individuellement et collectivement dans le monde qui est le nôtre. Et l'action dans le monde influence terriblement notre façon de le percevoir. Donc, on a des allers-retours là entre perception et action. Et pour moi, et en tout cas la façon de travailler, dont je l'ai lu avec une série d'auteurs, cette construction du réel qui est collective est le fondement d'une culture. Alors, ça me semble vraiment important, et cette question de la langue, on peut l'exemplifier avec les mots qu'on possède dans certaines langues. L'exemple classique est que dans la langue esquimau, il y a plusieurs mots pour dire blanc. Parce que entre le blanc de la neige qui vient tomber, le blanc de la glace quand il a gelé à moins 40 et de la neige qui fond, c'est pas la même chose. Donc notre langage influence très fort lui aussi notre perception, la façon dont on va décrire le monde réel. Quand on manque de mots pour décrire le réel s'appauvrit. On a l'impression d'en vivre beaucoup moins. Donc la façon dont nous allons percevoir le monde qui nous entoure est très fort liée à la façon dont nous le recevons, dont nous avons l'attention attirée par telle ou telle chose et par le langage que nous utilisons au quotidien. Ça me semble important de rappeler ceci pour montrer combien cette réalité de la culture est profondément ancré en nous, en deçà, en dessous de ce que nous pouvons y réfléchir tous les jours. Ce qui me semble important, c'est de prendre conscience de cette richesse et de cette complexité de la culture, de tout ce qui se trame, j'ai envie de dire, derrière cette question de la culture qui nous influence au quotidien, ou qui nous influence surtout sans nous en rendre compte. Ce qui me semble important, c'est de prendre compte des mécanismes qui sous-tendent notre action, notre langage, la façon dont nous entrons en contact, dont nous agissons sur le monde, dont nous entrons en contact avec les autres. Alors, à partir de
de cette notion de culture que je viens des fondements en fait, d'une culture que je viens de réexpliciter, il me semble, ce sont des éléments qui me semblent importants pour envisager un dialogue interculturel. Alors, comme philosophe, je vous parle beaucoup des fondements, vous allez me dire concrètement, après, je me serrai un tout petit peu au concret, mais les philosophes sont en général pas super bons pour les exemples. Hein, donc, voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Qu'est-ce qu'il y a là en dessous quand on parle de culture? Qu'est-ce qu'il y a là en dessous quand on parle de dialogue interculturel? Quels sont les enjeux pour envisager de pouvoir habiter l'interculturalité et donc entamer un dialogue interculturel comme un des très bons moyens pour habiter cette interculturalité, pour travailler le vivre ensemble? Alors visiblement, on doit aller plus loin que vivre ensemble, vivre en frères, allons-y. Moi j'avais dit vivre ensemble comme un jardinier responsable de faire fructifier cette réalité très marquée par l'interculturalité, de plus en plus marquée par l'interculturalité. Alors, je défends l'idée, ou en tout cas pour ce matin, que l'essentiel n'est pas d'abord de faire, mais de comprendre, de prendre du recul. En fait, moi, la philo, ça m'a servi à ça, hein, de prendre du recul par rapport à des réalités vécues, de pouvoir prendre du recul ou un pas de côté et regarder un peu les choses d'un autre angle, un peu un temps suspendu, comme ça on se dit, mais en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles implications ça a? Quels enjeux? Sur quelles racines je me base pour agir de cette façon? Et c'est ce temps-là que je trouve important de prendre ce matin et de temps en temps. Donc de devenir conscient, de voir, de regarder les choses autrement. Je défends vraiment l'idée d'un travail de conscientisation et je suis persuadé que quand on comprend mieux les choses, on les regarde autrement, on les nomme autrement et ça, c'est déjà une racine du changement. Individuellement et collectivement. Et je suis convaincu aussi que les réussites et les échecs de nos actions enrichissent ou interpellent notre conception des choses. Effectivement, pour peu qu'on puisse avoir un peu ce temps de recul et de réflexion. Et notre action ici, c'est d'entrer en dialogue avec un autre différent ou des autres, dans un groupe différent, des autres issus d'une autre culture. Donc pour moi, un premier enjeu, ce sera des allers-retours entre le dialogue, l'action et la compréhension de la réalité. On va tenter d'entrer en dialogue, prendre un peu de recul pour se dire mais qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Voilà, vraiment des allers-retours pour enrichir, tout comme le langage et notre perception influencent la façon dont nous agissons dans le monde et l'influence réciproquement. On est souvent dans ce genre de... Alors, je voudrais pointer quatre réalités et une petite cinquième qui m'est venue ce matin sur la route. Un premier élément qui me semble important pour entrer dans un dialogue interculturel, c'est mieux connaître sa culture et d'autres cultures. C'est un peu basique, mais enfin de temps en temps, il faut pouvoir rappeler les choses un peu basiques, surtout si on est parti du constat que le poisson ne sait pas que l'eau existe, et donc on ne se rend pas très bien compte qu'on fait certaines choses parce qu'on est né dans cette culture et qu'on a toujours fait comme ça, et que papa et maman nous ont dit de faire comme ça, et qu'à l'école on faisait un peu différemment de la maison, mais que c'est quand même ancré depuis qu'on est à l'école. Voilà, c'est important à certains moments de se dire mais en fait je fais ça, pourquoi, ça me vient d'où? Et je vous disais, ça va être des allers-retours, parce que c'est souvent en rencontrant d'autres qui font autrement qu'ils se disent mais enfin pourquoi moi je fais ça comme ça en fait? Voilà, donc la question de mieux connaître, ça peut passer par de la lecture, un exposé, écouter une émission radio, mais c'est aussi dans la rencontre avec l'autre, donc à la fois dans l'action, dans la rencontre, et à la fois dans la réflexion. Devenir davantage conscient des caractéristiques de sa propre culture et sous-culture, de ses forces et de ses limites, des complémentarités utiles ou nécessaires. Quand il y a des limites, peut-être que dans d'autres cultures, on fait les choses autrement et que ça peut être intéressant et interpellant pour nous, pour parvenir à une vision plus riche du monde.
plus riche du monde, des hommes, des femmes, des enfants, de Dieu, de l'Église, et vous continuerez. Et donc la rencontre avec l'autre est aussi le lieu d'interpellation et de me mettre en question. Celui qui est en face de moi et qui ne fait pas tout à fait de la même façon, ou pas du tout de la même façon, c'est celui qui a peut-être à m'apprendre beaucoup sur ma propre culture. Alors j'ai dit les forces, les limites et des compléments nécessaires pour arriver à une vision plus riche du monde. Ça me semble un élément important. Et je l'ai entendu, il me semble, dans l'évocation de l'exposé d'Henri de Roodt, si je ne me trompe. Je voudrais souligner l'importance de reconnaître la diversité et la complexité. La complexité du monde dans lequel on vit, la complexité de l'être humain dans le monde, la complexité des relations humaines. Pas le compliqué, oui, il y a aussi du compliqué, d'accord. Mais d'abord, la complexité, c'est-à-dire une grande diversité. Et que notre culture et le bagage avec lequel nous abordons les choses nous permet de voir les choses sous un certain angle, et qu'il y a plein d'autres angles possibles. Et quand on prend un angle de vision un peu différent, je vois déjà les choses autrement. Il y a une deuxième citation que vous avez sur vos feuilles qui est « Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou. » Oui. Ça me semble vraiment important, non seulement pour les bricoleurs, mais pour nous tous aujourd'hui qui avons aussi un peu à bricoler avec la complexité du réel humain. Il faut vraiment s'équiper. Pour bricoler correctement, il faut parce qu'effectivement, enfoncer un clou avec une tenaille, c'est pas super recommandé, ça fonctionne pas très bien. Mais surtout, ce qui est en jeu dans cette citation, c'est de nouveau une question de perception des choses, hein. Quand on voit les choses toujours sous le même angle, on a tendance à voir toujours la même face du micro. Vous voyez une face différente du micro par rapport à moi, et ça change quand même peut-être probablement beaucoup de choses. Peut-être pas pour le micro aujourd'hui, mais en tout cas quand on regarde une réalité à partir de différents points de vue, on va en aborder différents aspects. L'enjeu, c'est de prendre en compte la diversité comme une richesse. Déjà c'est un a priori positif sur la diversité qui est déjà un défi en soi. La diversité du vivant humain, je ne veux pas parler de biodiversité aujourd'hui, déjà qu'avec le vivant humain, on a fort à faire. De ses coutumes, de ses valeurs, de son approche du monde. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du lien entre perception et culture juste avant. L'approche du monde est marquée par des choses vraiment corporelles, biologiques, mais aussi du langage. Tout ça influence notre façon de voir le monde. Alors, là-dedans, la complexité, si on regarde un objet par différents angles, on va en percevoir beaucoup plus, on va avoir une vision beaucoup plus riche sur cet objet. Parce que la vision d'un seul côté nous permet quand même de ne voir qu'une partie et de risquer d'avoir un jugement, une vision et un jugement simpliste sur une réalité quand on la regarde à partir d'un seul point de vue. Alors, avec les années, l'expérience, la confrontation à d'autres, la réflexion sur ce qu'on a vécu, je pense qu'on peut élargir son angle de vue. Mais enfin, on n'aura jamais quand même un angle de vue à 360 degrés, ce qui nous rend quand même très dépendants des autres, et peut-être une heureuse dépendance des autres pour voir les choses à partir d'autres points de vue, à partir d'autres angles de vue. Avec l'idée que, pour nous encourager dans ce défi de voir la complexité ou la diversité comme quelque chose de positif, avec l'idée que nous serons ainsi plus près de la réalité, parce que la réalité est fondamentalement
riche, diverse, riche de sa diversité. Pour entrer dans le dialogue interculturel, à un certain moment, il faut bien se jeter à l'eau, il faut bien commencer, quoi. Il faut entrer dans ce dialogue. Et si vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin, peut-être du coup en y allant à petits pas, peut-être, mais enfin en même temps chacun son caractère, et puis il y a des fonceurs, et il y a des observateurs, et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ceci à l'esprit. Avec des personnes concrètes, en y prenant le temps, pour pouvoir se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui bloque, qu'est-ce qui... Et peut-être avec des outils de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, pour démonter un peu ce qui bloque. En commençant, je vous disais, dans votre réalité, qu'est-ce qui pose problème, et peut-être pas forcément des gros problèmes. Hein, les moments où c'est un peu glissant, où on sent un peu un blocage, où ça coule pas de source comme ça, où la machine grise grince un peu. Voilà, des outils pour pouvoir démonter ou simplement huiler un peu la machinerie, mais pouvoir analyser un peu. Donc il faut du temps. Des moments de pause ou de retrait pour mieux comprendre, du temps pour l'apprivoisement aussi, pour s'expliquer, dire ah non mais moi je vois les choses comme ça, mais en fait toi tu les vois autrement, explique-moi un peu pourquoi, parce que je me rends compte que c'est très différent, explique-moi un peu pourquoi toi tu dis ça à propos de telle chose, alors que moi j'étais à 100 lieues de penser ça. Voilà, ça demande d'en prendre conscience et de s'arrêter et de prendre du temps pour interroger, entendre, réentendre l'autre, écouter. En réfléchissant à tout ça, je me suis dit, à ce moment, je tombe sur un truc quand même un peu plus compliqué, peut-être quand même. Mais je ne vais pas pouvoir y échapper. Je me dis, il faut quand même à un certain moment interroger les relations de pouvoir, de domination et les normes. Les normes qui sont à l'œuvre pour dire, bah oui, telle chose, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça, en fait? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors, est-ce qu'on est du coup dans une norme qui est... la force de l'habitude, qui est un idéal parce qu'on juge que l'idéal c'est de faire comme ça, alors oui, peut-être très bien, ou est-ce que la norme c'est la moyenne parce qu'on a toujours fait comme ça, la majorité des gens font comme ça, donc on va continuer comme ça. Et les normes à partir desquelles on agit, elles sont sous-tendues par des valeurs qui sont sans doute importantes, mais qui ne sont peut-être pas partagées par tout le monde. On va peut-être nous mettre en évidence une valeur super importante, et dans une autre culture, pour quelqu'un qui voit les choses autrement, ça va être une autre valeur qui va être primordiale, et donc une autre norme. Et alors là, quand on entend des conflits de normes, pour repérer les choses, ça demande quand même un petit peu de temps et un petit peu de... Tiens, qu'est-ce qui ne va pas là? Alors la question des relations de pouvoir, ça me semble vraiment, si on parle de rencontres des cultures, on ne va pas y échapper. Je vis dans une culture occidentale qui a largement colonisé une part du monde depuis plusieurs siècles. Ça marque tout de même très fort l'Occident, et entrer dans une autre relation, eh bien, ça demande sacrément des efforts, du recul, de la remise en question, qui n'est pas toujours facile. J'ai cru, adolescente, que c'était un peu loin derrière nous. J'étais un peu née de la dernière pluie, c'est normal quand on est adolescente, jusqu'au moment où un condisciple en réto m'a demandé de corriger sa dissertation parce qu'il avait du mal en orthographe et que j'étais un peu meilleur que lui, en lui mettant des barres à l'entrée de la ligne. Et à la deuxième dissertation, je suis tombé de ma chaise, non pas à cause de son orthographe aussi, mais voilà, il était né au Congo, de parents belges vivant au Congo, et pour moi ça a été, je pense, un de mes premiers chocs interculturels de lire sa dissertation et sa vision des relations et entre autres de la présence belge au Congo. Voilà, comme quoi on en est encore
pas très trop loin, même si j'ai un peu vieilli depuis Maréto. Je pense que ce que relevait le pape lors de son récent voyage au Congo, eh bien, on en est toujours là. On est dans un colonialisme qui n'est plus celui d'un pays sur un autre, mais d'une économie colonialiste. Voilà. Donc je pense que l'enjeu est très très actuel. Je vis dans une culture qui a réussi à justifier l'esclavage pendant des siècles. J'ai presque envie de me cacher en dessous de la table. Enfin, je ne serai pas très caché, mais enfin... Voilà, ce sont des choses qui me posent terriblement question. Et je dis terrible. Après la controverse de Valladolid, on avait à peine accordé une âme aux Indiens d'Amérique que celle-ci était refusée aux Africains colonisés. Donc voilà. Quand je parle d'interroger les relations de pouvoir et de domination entre les cultures, j'ai un peu tout ça derrière la tête, en étant persuadé que ça m'influence encore dans ma vision du monde et de la rencontre interculturelle aujourd'hui. Que nos pays occidentaux soient un peu en faillite et tributaires des autres, c'est une réalité avec laquelle nous allons voir avancer, mais je pense que tout ça est encore, oui, j'ai encore envie de dire, terriblement présent dans les relations entre les pays, probablement entre les personnes. Donc c'est important de pouvoir questionner cela. Pourquoi est-ce que quand un Européen dit quelque chose, ça va mieux passer que quand c'est quelqu'un originaire d'Afrique? Et je ne parle pas seulement de quand on est contrôlé par la police pour ses papiers. Voilà, je dois bien reconnaître en moi des stéréotypes, des images qui à certains moments me reviennent et me disent que tout cela n'est pas tout à fait du passé. Alors, j'ai repris tout ça dans un petit schéma parce que j'aime bien les schémas et que je suis quelqu'un d'un peu visuel. Avant de vous ajouter un 5e petit point qui n'est pas sur le schéma. Je pense que si on veut entrer dans un dialogue interculturel, donc je reprends un peu ce que j'ai dit, l'importance de mieux connaître sa culture et d'autres cultures, en étant conscient que le poisson ne sait pas que l'eau existe, mais que petit à petit on peut comprendre que l'eau est plus chaude, plus froide, plus salée, etc. Qu'il importe de prendre en compte une diversité, une complexité qui peut nous rapprocher d'une vision plus proche du réel, de l'être humain, de l'Église, des relations que nous avons les uns avec les autres, et que pour ça, il faut garder son marteau, mais ne pas avoir son marteau comme seul outil, hein, vraiment s'équiper en termes d'outils, et que aussi bien mieux connaître sa culture et d'autres cultures que d'aborder cette question de la complexité, ça demande un temps de retrait éventuellement, des temps d'apprivoisement, des outils, donc du temps. Il importe d'interroger les relations de pouvoir, de domination, les normes qui sont à l'œuvre et selon lesquelles nous agissons, et les normes qui sont souvent un peu infraconscientes, comme ça. Voilà, avec les interactions entre ces dimensions, en particulier sur les relations de pouvoir, ça intervient dans ce que je nommais de force et de faiblesse de notre propre culture. Je voudrais ajouter un point. Alors, vous avez parlé d'oignons hier, moi j'arrivais avec une salade de fruits qui est la première très longue citation sur la feuille qui vous a été remise. Je pense que tout ceci, et en particulier la question des relations de pouvoir, de domination, les normes, nous invite à une grande humilité. Entre autres, hein, à plein de choses, parce que là je vous ai déjà dit, il faut prendre du temps, il faut se renseigner, apprendre, réfléchir, enfin, voilà. Mais tout ça avec une grosse louche, je pense d'abord, d'humilité. Dans la comparaison qui est celle de la citation là, qui s'appelle Jus et salade, qui est un texte de Jacques Leuf, qui date de 1978 quand même. Il dit, quand on veut, enfin en tout cas je retraduis, vous le lirez en détail, il y a différentes façons
façons d'être ensemble, hein, ou bien en prenant la comparaison des fruits, soit des pommes sur un pommier, chacun pour soi, le soleil pour tous, c'est pas mal, surtout quand il y a du soleil. Le panier de fruits, c'est bien, mais ensemble, mais un peu juxtaposé, quoi, hein. C'est encore un peu chacun pour soi. L'autre extrême, c'est le jus, tout y passe, la peau, les pépins, surtout avec nos super machines à jus maintenant. Très bien, mais tout est fondu. C'est super vitaminé, très bon pour la santé, entre autres, pour le moral aussi, mais on n'y distingue plus les uns et les autres. Moi, j'étais interpellé par cette salade de fruits. C'est une image qui m'était restée depuis longtemps aussi, où effectivement, du coup, pour faire une salade de fruits, ne reste entier que les groseilles, les cerises ou éventuellement les raisins, et encore pas trop gros. Tout le reste, on coupe en morceaux. Donc avoir cette humilité, effectivement, à certains moments, de se couper en 4, en 8, en 10, en 12, selon les pommes ou les poires, pour effectivement entrer dans cette dynamique pas d'un mélange indistinct, justement, on conserve une personnalité, une identité propre, mais en même temps une façon de se mettre ensemble qui puisse donner du goût et de la consistance et apporter vraiment quelque chose au monde. Je vous avais dit que je m'essayerais à un exercice un peu plus concret après avoir palabré pendant presque 40 minutes. Voilà, je vous dis que les philosophes sont pas toujours très bons pour les exemples. Moi, je trouvais que Kant, quand il donne un exemple, je trouve que ça démontre juste la superbe démonstration qu'il a fait juste avant. Donc, je vais essayer d'être... Je pense que, je vais revenir sur la question de l'horloge, hein, je pense qu'il faut du temps et de l'espace. Ça, c'est une vision assez anthropologique de base. C'est situé dans le temps et l'espace. Et le dialogue interculturel, il demande du temps et de l'espace. C'est se donner du temps et aussi de l'espace à certains moments, pouvoir s'asseoir à 2, à 3, à 10 pour dialoguer. Ça demande un peu d'espace et du temps pour dialoguer. Je me suis dit, lors d'un projet concret, par exemple, la préparation d'une fête paroissiale, d'un dimanche autrement ou d'une autre journée de formation, se dire concrètement et volontairement qu'on va aborder la préparation ou le projet avec des lunettes interculturelles. Je parlais d'une autre façon de voir les choses. Laisser la place à une autre façon de faire, une autre façon d'impliquer les gens, une autre façon de concevoir l'organisation éventuellement. Parce que la culture, ce ne sont pas seulement quelques activités propres ou quelques chants un peu différents dans une autre langue, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, si on veut laisser une vraie place à l'interculturalité, je pense que ce n'est pas juste un objet, un chant, l'utilisation d'une langue un peu différente, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à la façon dont on conçoit une journée. Parce que c'est une autre façon de concevoir les choses, un autre regard sur le monde qui est à la base, une autre façon d'entrer en contact les uns avec les autres, une autre façon même d'atteindre un objectif. Je ne vais pas faire de longs discours sur la culture de la palabre. Il y a d'autres dans la salle qui seraient beaucoup mieux placés pour en parler que moi. Moi, je me souviens d'une réunion dans une communauté religieuse au Chili, après en avoir vécu quelques-unes en Belgique. Elle commençait par faire des jeux de société ensemble. Et puis le souper, donc ça commençait à 5h de l'après-midi, jeux de société, parler un peu de la semaine, et puis le souper, et puis on abordait ce qui était pour moi, avec ma vision de Belge européenne, vraiment la réunion de communauté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait de la semaine, une relecture de telle activité, et je dis, ça prend tout ce temps-là, vos réunions de communauté. Il m'avait dit, nous sommes une culture de préambule. Voilà, je fais le lien avec la palabre, mais voilà, besoin d'entrer en contact les uns avec les autres, d'abord par le jeu, par la détente, et pas juste avec notre tête, quoi, hein, on est quand même cartésien. Voilà, donc quand on prépare une journée, un dimanche autrement, ou ce genre de choses, peut-être laisser de côté on a toujours fait comme ça, ou reprendre le programme de l'année passée parce que c'était bien et on change l'intervenant.
Ouh, ça murmure là. Tout d'un coup, la salle se réveille, c'est presque l'heure de dîner, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y a que ça. C'était pas mon but. En fait, déjà, la définition de l'objectif, c'est important. Déjà là-dessus, il y a beaucoup à discuter. Sur l'objectif, est-ce que l'objectif c'est de la convivialité, une rencontre plus approfondie de ceux qui se connaissent déjà ou l'accueil de nouveaux, la réalisation d'un plan pour l'année à venir, enfin, etc. La définition de l'objectif et puis les moyens qu'on va prendre. Ça peut être très différent d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre en particulier. Voilà, là se jouent, selon moi, des dimensions interculturelles et les prendre en compte, ces dimensions interculturelles, vraiment à la racine, hein, dans la conception des choses, c'est, il me semble, se donner une chance d'être plus inclusif, d'inclure davantage de personnes, car elles vont mieux s'y retrouver dans une journée. Alors, peut-être que dans votre affiche, ça ne se verra pas, mais voilà, quand on a pu réfléchir à des choses comme ça, dans une journée marquée par le saut de la diversité et de la prise en compte des différences. Bon, bien sûr, on ne va pas pouvoir contenter tout le monde. Hein. On va prendre, vous connaissez comme moi la résistance au changement, ça peut être costaud. Hein. Donc le changement modifie des habitudes, ça peut engendrer des réactions, des dénis, voilà. Mais gardez en tête, vraiment, c'est vraiment cette histoire du défi, gardez en tête que l'objectif, c'est cette volonté d'entrer dans ce dialogue. Et pour moi, ça rejoint un enjeu qui est l'annonce du royaume à toutes les nations, dans leur diversité culturelle et donc dans la façon de les rejoindre. Comme je l'ai dit, ça prend du temps, le temps du dialogue, de la co-construction. Et fondamentalement, je suis sûr que ça en vaut la peine. Et je pense que c'est ce qui nous est demandé, non d'abord comme une exigence extérieure, mais comme un appel intérieur et collectif. Ce dialogue culturel, je le vois comme un moyen vraiment important pour vivre davantage, pour habiter davantage ou mieux la réalité de l'interculturalité qui s'impose à nous, dans notre milieu de vie, dans notre réalité de travail. C'est un moyen, entre guillemets, un moyen général pour lequel il faut se donner des moyens, du temps et des outils. Je vous remercie pour votre attention. Je ne savais pas que j'en prendrais pour mon grade, mais voilà. Le défi, c'est de transformer une difficulté en projet. Donc, comment allons-nous habiter? Je ne connaissais pas l'étymologie d'éthique comme le séjour, la demeure, c'est très beau. Comment allons-nous habiter notre réalité interculturelle? Eh bien, quelques indications, quelques balises. L'essentiel n'est pas d'abord de faire, mais de comprendre, voir d'où l'on parle et d'où l'on agit. Donc, réflexion, rencontre, diversité, complexité, des outils pour dialoguer, là j'ai bien noté des marteaux, des tournevis, des tenailles, du temps, et de l'humilité, c'est-à-dire interroger les relations de pouvoir et de domination entre les cultures, interroger les normes qui sont souvent vécues comme des évidences implicites, ne pas croire que les préjugés sont du passé. Aussi, ça c'est une interpellation forte aussi. L'interculturalité change, y compris l'ordre d'une journée de formation, ça c'est noté. Nous aurons donc une chance d'être plus inclusifs l'an prochain. Et c'est aussi accepter d'être coupé en morceaux, mais pas réduit en bouillie, métaphore culinaire qui résonne en nous à l'heure de midi, mais d'abord on a un petit quart d'heure de questions et puis ce sera le temps de prière. Le micro circule. Alors peut-être, je ne sais pas si c'était plus simple s'il se lève ou c'est la même chose ou... Je ne suis pas sûr que... On a quand même un contre-jour. Mais... bon, allez-y. Voilà, j'ai deux petites questions. La première, comme médecin, qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser en philosophie, surtout une orientation éthique?
est-ce qu'il y a peut-être une visée interculturelle qui vous a poussé? Si, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport à la définition de Paul Ricoeur. Vous avez parlé de l'éthique comme étant une visée du bien. C'est bien, peut-il être relatif ou pas? Parce que j'aimerais comprendre un peu le relativisme culturel dont nous en parlait Madame Janssen hier pour la femme venue d'ailleurs, avec par rapport à la maternité au mariage. Elle vient d'une culture où, par exemple, pour se marier, il faut verser la dot dans sa famille, ou peut-être elle vient d'une culture matriarcale. Une femme, pardon? Vous pouvez reformuler sur la réactivité, le réactivisme? Oui, disons, c'est le relativisme culturel où on invite chacun à reconnaître d'autres cultures. Mais alors, cette femme qui vient d'ailleurs, ici en Belgique, qui vient d'une culture où pour se marier, il faut verser la dot dans sa famille. Cette femme qui vient d'une culture où avoir beaucoup d'enfants, c'est vraiment un bien suprême. Et elle arrive dans ces pays où il y a le planning familial, où il y a des conditions de vie aussi qui l'obligent d'avoir 1 ou 2 enfants seulement. Alors comment on peut comprendre ce relativisme culturel dans ce monde ici, par rapport à la femme? Et aujourd'hui, c'est la fête de la femme, donc c'est l'occasion d'en parler. Merci. Je n'avais pas osé le placer, je vous remercie de l'avoir fait. Je vais commencer par la deuxième. C'est un enjeu énorme d'arriver dans une culture différente et de vraiment ce choc des cultures et je pense très compliqué à vivre pour une série de personnes qui arrivent avec effectivement un bagage culturel qui est de l'ordre des références, des normes, on doit faire comme ça pour être humain et pour agir bien, et puis on arrive dans une société où où il y a tellement peu de superposition, on n'est pas dans déplacer un petit peu, on est dans un modèle complètement différent. Quand je reçois en consultation des gens qui viennent d'autres cultures, j'essaie vraiment de tenir compte, j'oublie régulièrement, mais j'essaie de tenir compte de ce shift complet que ça représente pour ces gens, pour ces personnes, et pour les femmes en particulier, qui ont quand même une lourde charge dans un rôle important, vraiment fondamental dans la question de la transmission. Et donc la culture, ça touche à la question de la transmission. Et comment elles vont pouvoir tenir à leur réalité culturelle tout en l'aménageant dans le monde qui est le nôtre. Dans le monde dans lequel elles arrivent et où elles sont plus ou moins accueillies avec ce décalage. Je trouve que ce décalage est un travail, une source de travail énorme d'adaptation, de compréhension. Et voilà, pour moi, l'exigence éthique par rapport à ça, c'est de faire au moins 1 ou 2 pas pour essayer de comprendre un peu les défis que ça représente pour elles et pour eux, par rapport à tous les pas que font pour effectivement vivre dans ce monde. Donc, la conviction derrière, c'est que effectivement, il y a différentes façons de viser ce bien. La culture dit, si on agit, c'est toute la question des normes. Les normes, elles nous facilitent un peu la tâche. De dire, si tu fais ça et ça et ça, tu es sûr d'être dans le bon. Mais dans une autre culture,
on est sûr d'être dans le bon en faisant ça et ça et ça qui est complètement différent. Et alors je fais comment, quoi? Enfin, c'est une source, c'est pas à devenir schizophrène, mais enfin quand même mentalement, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive à un certain moment. Donc c'est un travail mental, psychologique, d'adaptation assez colossal qui me laisse toujours émerveillée et parfois très compatissante. Certains jours moins compatissante que d'autres, mais voilà. Et donc l'enjeu sera vraiment de se resituer dans cette visée du bien qui peut prendre différents chemins et différents moyens pour voilà, nous ouvrir un peu les uns et les autres la vision. Sur la question de pourquoi j'ai fait de la philo, parce que je me posais des questions. C'est pour ça que je vous ai renvoyé des questions dès le début, parce que tant qu'à faire, autant ne pas être la seule à me poser des questions. Moi, je me posais des questions à partir de mon travail de médecin sur voilà, sur l'accès aux soins, sur effectivement l'interculturalité dans les soins, etc. Et puis j'ai commencé 1 ou 2 cours de philo, comme ça, juste pour me poser un peu mieux les questions, et puis j'ai mordu à l'hameçon, quoi. Ça a duré quelques années. Voilà. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est de l'interculturalité, en tout cas, ça m'a situé dans une dimension interdisciplinaire, qui fait que je peux peut-être un peu mieux expliquer la philo des soignants, et c'est mon but principal, de réfléchir, en tout cas, situe clairement dans une question de réflexion sur la philosophie du soin. Quand on soigne, qu'est-ce qu'on fait? Quand on soigne de cette façon-là, quels sont les enjeux, quelles sont les normes en cours et voilà. Et je pense que fondamentalement, je suis très habité par la question du prendre soin. Et Simon parlait ce matin de prendre soin les uns des autres, comme ou c'était renvoyé à l'exposé d'hier, je ne sais plus. Ça me semble vraiment important. Et cette dimension interculturelle est une des dimensions dans lesquelles nous avons à prendre soin aussi les uns des autres, en tenant compte de ces différences culturelles et de tout ce qu'il y a comme racine derrière cette question de la culture. C'était un peu long. Oui. Je peux déjà parler? Je ne sais pas. Ok. Voilà. Ma préoccupation, c'est savoir un peu si vous savez nous donner un conseil. Vous pouvez éloigner un petit peu le micro. Oui, oui. Maintenant, ça va? Je voulais savoir si vous savez nous donner un peu un conseil, peut-être pas une explication sur comment accélérer l'interculturalité, parce que pour que ça ne reste pas toujours dans des slogans ou bien dans des formations, comment l'accélérer dans le vécu quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une tranche d'âge qui peut être plus réceptive à cette question? Par exemple, pour les jeunes apprenants, est-ce qu'il ne faut pas instaurer ça dans le système éducatif comme une matière qui pourrait rentrer dans l'étude civique? Peut-être qu'avec les enfants, ça passerait plus vite. Ou alors, vous pensez aussi que les adultes, malgré la surcharge des besoins des adultes, est-ce que eux qui ont cette capacité de comprendre mieux la vie, à quel niveau vous voyez que ça peut plus s'accélérer? Si je peux me résumer ici. Je ne sais pas, vous m'avez bien saisi. Je pense qu'il faut y aller par tous les bouts. D'abord, aussi travailler par en bas. Ce que je fais au quotidien avec mon voisin, ça va pouvoir faire tache d'huile. La façon dont je parle à mes enfants d'une minorité culturelle, ça va les impacter pour longtemps. De temps en temps, ça arrive dans l'éducation qu'on ait un fruit et qu'on voit qu'il a réagi de telle façon par rapport à un copain. La transmission par la base, de 1. Sans négliger pour autant les moyens juridiques, déontologiques, éducatifs.
la reconnaissance, j'ai parlé de minorité culturelle sourde, la reconnaissance de la langue des signes comme une vraie langue, pour les sourds c'est évident depuis longtemps, pour une série de personnes aussi, mais le fait qu'il y ait une reconnaissance juridique, ça a quand même changé les choses, parce que du coup maintenant ils peuvent demander un interprète. Et donc tout ce qui est de l'ordre de l'action dans les collectivités, l'accès beaucoup plus aisé par exemple à des interprètes dans différentes langues dans les soins de santé, ça me semble un élément super important. Mais moi, du coup, j'ai mes collègues, et n'oubliez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec un interprète quand je suis en consultation au aîné, qu'on a un Syrien, puis un Afghan, et puis disons, mais la prochaine fois, on demande un interprète. Utilisez les moyens qui existent au niveau collectif, au niveau social, parce que ça les renforce, ces moyens. Donc, voilà, j'irai... J'ai envie de dire qu'il faut qu'on se retrousse les manches, à la fois dans nos façons d'entrer en relation les uns avec les autres au quotidien, dans la façon d'utiliser les moyens juridiques et sociaux qui existent, voire d'en réclamer à certains moments. Voilà, sans attendre peut-être que ça vienne d'en haut. Dans l'éducation, ça me paraît effectivement essentiel. Je pense qu'il y a des choses qui se font, mais ça dépend aussi très fort des instituts ou des profs qui sont là. Merci, je crois que j'ai été bien satisfait, mais je voulais aussi souligner un autre aspect. Là, on voit bien que l'interculturalisation pourrait, la migration serait aussi une chance pour promouvoir cela, parce que, comme vous avez pris la citation, le poisson ne sait pas que l'eau existe. Si on ne voit pas la migration, on ne saura pas que la culture de l'autre existe aussi. Merci. Merci beaucoup. On peut encore s'applaudir. Bon. Merci.